L'entrepreneur qui fait de la vidéo se positionne au niveau communication au-dessus de ceux qui n'en font pas. En réalité, quand vous passez le pas, vous êtes fatalement devant tous ces gens-là, quoi. Faites un contenu qui vous passionne et que vous maîtrisez dans votre domaine. L'un des trucs que j'ai souvent rencontré, c'est des gens qui se disaient « Ah oui, mais ça, c'est vraiment ma super valeur ajoutée, donc je ne vais pas le faire tout de suite. » Quand ça nous pique à l'intérieur, c'est qu'on a déjà une affinité par rapport à cette chose qui nous pique. La première fois que j'ai bossé pour une chaîne de télévision, c'était pour France Télévisions, donc. Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous dire en fait comment tu es devenu photographe, réalisateur film et formateur et coach en vidéo pour que les auditeurs sachent un peu quel parcours tu as suivi, quel challenge tu as eu qui t'ont permis d'arriver où tu es aujourd'hui? Oui. Alors, moi, je suis en fait une personne de l'image. J'ai commencé très tôt, hein. J'ai commencé gamin à m'intéresser aux images, hein. Donc, ça a été très, très tôt. Et ce qui est amusant, c'est que mon début de parcours a été, au début, plutôt vers la photo, parce que le film, ça me paraissait moins abordable. Et alors, ce qui est drôle, c'est que rapidement, j'étais donc un photographe pro avec des beaux clients. Et pour moi, en privé, j'aimais filmer. C'est-à-dire que je vendais des photos et je filmais plus dans ma vie privée. Après, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec des très, très grosses sociétés et j'étais le photographe, mais qui était aussi toujours avec les boîtes de production vidéo. Et donc, voilà, donc j'étais baigné tout de suite dessus. Et c'était quoi qui t'animait quand tu étais jeune comme ça de filmer, de photographier? C'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est même une colle. On ne me l'a jamais posée. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait attention à ça. Je crois que, je ne sais pas. Si, depuis toujours, j'ai une affinité artistique, hein. J'aime la peinture, la sculpture, la musique, voilà, et la photographie. Donc j'étais attiré par les grands photographes, voilà, et les grands peintres. Donc il y a ça aussi. Peut-être que la photo me paraissait plus facile que la peinture ou que c'était la peinture actuelle pour saisir. J'étais très attiré aussi par fixer, tu sais, une image, d'où la photographie peut-être, même si on fait ça en film aussi, attirer, juste figer le moment où l'émotion passe, tu vois. Et voilà, c'est vrai que c'est entre guillemets, ça me semblait plus photo, mais je dis entre guillemets parce qu'avec du recul, je me rends compte qu'il y a aussi des tableaux qui sont extrêmement émouvants et qu'on a affiché dans un tableau beaucoup d'émotions. Mais bon, je pense que c'est ça qui m'a amené à l'image, le film, parce que j'ai toujours aimé le cinéma, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que mon parcours m'a fait passer de la photographie au film presque de manière naturelle. Et de là, je dirais que tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un plaisir à partager. C'est-à-dire que même quand j'étais photographe en agence ou autre chose, j'étais toujours en train d'aider. J'ai été responsable de service où c'est moi qui formais les gens, etc. Et ça s'est fait, je dirais, vraiment naturellement. C'est drôle, ça s'est vraiment fait naturellement. C'est-à-dire que, alors que j'allais dans un des centres très connus professionnels pour la vidéo, branché très télé, et que je voulais voir pour participer à une formation, moi en tant que stagiaire, en tant qu'apprenant, le responsable du centre a tout de suite eu envie de parler avec moi. En l'espace de 10-15 jours, il me demandait comme ça de venir à ce qu'il appelait un training trainer, enfin bon, TTT, je ne me rappelle plus le troisième. Enfin, oui, c'est ça, le troisième. Et c'était drôle parce qu'il me demandait comme ça de présenter un peu des techniques, des choses. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est vraiment, c'est une histoire assez drôle parce que je me rappelais tout le temps, on m'avait demandé si je voulais venir, j'avais dit oui. L'assistante m'avait appelé quelques jours après pour me dire, en fait, Pascal, qu'est-ce que tu as besoin comme ordinateur? Et je m'étais dit en moi-même, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprenais pas ce qu'est un ordinateur. Je croyais que je venais voir. Elle dit, mais non, Pascal, t'es invité pour faire une démonstration devant des formateurs. Ah, bon, je ne sais pas. Bon, d'accord, ok. Bah, alors, je vais faire une formation, je vais faire une présentation d'un produit sur tel outil. Bon, c'était un outil vidéo, ok. Et donc, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé, j'ai fait ma petite démo. La personne expliquait que dans les gens qui avaient fait une démo, certaines personnes, voilà, c'était sélectionné pour devenir des formateurs, mais qui devraient passer une étape en étant assistants pour qu'on les forme. Et à la fin, moi, de la démo, le responsable du centre du Noir, bon, il a commencé à me dire, bon, alors on va faire ton programme. Et je dis, mais attends, je ne suis pas passé par la case assistant, comme tu as dit. Non, non, tu ne passes pas par la case assistante. Je dis, bon, d'accord, ok. Mais c'est passé comme ça, quoi. Bien. La première formation professionnelle que je lui ai à faire, donc on est venu, on m'a présenté. Oui, alors voilà, pour que je sois soi-disant à l'aise, et j'étais à l'aise tout de suite.
Et au bout de la deuxième ou troisième, le responsable du centre ne rentrait même pas dans la pièce, quoi. Donc, la première fois, je me rappelle, il rentre pas, il arrive à la porte, il s'en va. Je me dis, il y a peut-être un truc, je sors et je lui dis, tu n'es pas venu pour présentation des stagiaires. Il m'a dit, non, avec toi, c'est pas la peine. Je lui ai dit, mais t'es fait pour ça. Parce que les gens, ils sont là, ils boivent tes paroles, ils sont avec toi, tu es à l'aise, tu as l'impression d'être aux anges. Je dis, ouais, c'est vrai, j'adore. Il me dit, oui. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de venir, tu es fait pour ça. Et donc, et c'est drôle, parce que je me suis rendu compte que alors que j'aimais faire du travail pour des clients, réaliser des choses, faire des photos, etc., si tu veux, quand je fais ce genre de choses, j'arrive le soir, je suis fatigué. J'ai aimé ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a des réalisations, des boulots qui sont plus intéressants que d'autres, c'est normal, mais j'aime, mais le soir, je vais être fatigué. Alors que quand je forme des gens, lorsque je coach des gens, le soir, je ne suis pas fatigué. Après, je vais être fatigué, j'ai besoin de me reposer, mais j'aime tellement ce que je fais, ça vient tellement de l'intérieur que voilà, je pourrais faire ça sans être payé, quoi. C'est ça qui est fou. Et c'est là où tu te rends compte que voilà, tu as un domaine d'expertise et tu as un domaine qui presque, c'est ton super pouvoir, quoi. Tu vois, c'est ta mission, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc moi, voilà, c'est ça, c'est là où tu arrives à sentir, là où tu es en domaine d'expertise, où tu peux faire des choses, tu peux faire de l'argent, tu peux bien Ouais. vivre, ou là où tu es vraiment bien dans ce que tu fais. Et moi, c'est vrai que même si j'aime être sur un tournage de cinéma ou de faire des choses, j'adore après voir. Là, hier, j'étais à la présentation du dernier film sur lequel j'ai bossé, donc c'était drôle, c'était sympa, voilà. Mais j'ai adoré faire ça, hein, on est bien d'accord. Mais quand je forme des gens, mais j'adore ça, j'adore voir qu'un apprenant réussit, qu'il a des résultats. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai vraiment aidé quelqu'un, et moi, ça me fait vibrer, ça me fait encore plus vibrer que si je faisais une belle photo, un beau film. C'est dingue à dire, ça peut paraître étonnant pour certaines personnes qui vont écouter ton podcast, mais voilà, quoi. Bon, voilà. Si tu veux, j'ai sauté un peu les étapes qui se sont faites naturellement, sans même que je les recherche, c'est ça qui est drôle. J'ai pas recherché à devenir un formateur ou un coach, quoi. Ça s'est fait naturellement, alors que moi-même, je venais dans un centre pour prendre des cours, quoi. Et on m'a rebasculé à faire l'inverse, quoi. Donc c'est marrant, c'est marrant. Est-ce Comme que si dans- jamais les personnes qui ont l'expérience ont tout de suite vu que ça serait une voie, ils ont essayé, ça a bien marché, ils se sont dit, bon ben voilà, il est fait pour ça, lui. Est-ce que tu as eu des peurs en fait dans ce parcours? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai déjà eu des peurs, évidemment. Je suis pas. J'ai eu des peurs lorsque on me commençait à me demander, par exemple, de faire une formation sur un domaine que je maîtrisais peut-être moins, où j'avais moins d'expérience, voilà. Mais moi, j'ai pris tout de suite une position assez simple, en fait. Je me rappelle comme ça un centre de formation qui m'avait demandé pour des photographes, donc c'était ma spécialité. Je leur fais encore, mais maintenant, aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus des entrepreneurs qui démarrent, qui veulent communiquer en vidéo. Mais avant, ma première formation, c'était les photographes qui passaient à la vidéo. Bon. Et je me rappellerai tout le temps, pour un gros groupe de presse, il y a un centre qui m'a demandé de venir former les photographes. Donc, ça devait être la prise de vidéo, le montage vidéo, etc. Bon, le classique. Et on m'a dit, Pascal, le groupe de presse a acheté tel logiciel. Donc, je ne vais pas me citer des logiciels parce que je ne suis pas là pour positionner mes outils, mais toujours est-il qu'ils m'ont dit, voilà, c'est ce logiciel-là. Donc voilà, et je me rappelle, je lui ai dit, bah, écoute, non, je ne vais pas faire ça, moi. On m'a dit, mais Pascal, avec ton niveau, qu'on prenne l'un ou l'autre, c'est pareil pour toi. Je dis, oui, c'est vrai, mais on est sur une formation pro. Moi, ce n'est pas mon outil. Je pense qu'ils attendent autre chose qu'un gars qui va simplement leur apprendre l'outil. Je pense qu'ils attendent de quelqu'un qui va leur apprendre l'outil, mais aussi ses astuces personnelles pour que vraiment ils aillent loin. Et comme c'est pas mon outil, je ne vais pas être capable de donner ses astuces personnelles. Alors le responsable du centre m'a regardé, surtout que c'était une formation pro, donc avec un certain quand même un petit budget pour le formateur. Il s'est dit waouh. Et il m'a dit bon, bah, écoute Pascal, ce que je te propose, c'est que je vais donc, comme c'est sur 2 semaines, tu vas faire la première semaine tout ce qui est prise de vue parce que c'est ton truc. Et une deuxième, j'ai trouvé un formateur spécialisé dans cet outil. Et il m'a dit bah, écoute, je te remercie. Ah ben, je dis, bon, ben, je sais pas pourquoi tu. Mais si, parce que tu vas me faire voir une chose, c'est que si jamais tu penses que tu n'es pas la bonne personne, l'attrait d'argent n'est plus important. Ce qui est important, c'est l'apprenant. Là, j'ai même une émotion quand je le dis, parce que je me rappelle de ce moment-là. Il m'a dit, toi, si tu n'es pas bon là-dedans, tu prends pas. Tu vas pas jouer avec tes apprenants. Et il m'a dit, bah, c'est top, maintenant que je sais ça, je sais que si je te propose quelque chose, si tu me dis oui, c'est que c'est oui, je peux avoir confiance totale, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai réglé ce problème. Si jamais je sens que quelqu'un me demande quelque chose et je considère que je ne suis pas la bonne personne, je vais chercher à trouver la bonne personne pour lui, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le prendre. Et donc,
évidemment, comme ça, eh ben, j'ai pu me sentir mal à l'aise sur un produit que je vais faire, quoi. Ouais, tu restes aligné avec tes valeurs? C'est Exactement. Voilà. Je reste aligné avec mes valeurs. Après, le seul point où je peux encore me retrouver dans des points de difficulté, c'est si je considère qu'un nouvel outil est intéressant, que j'en parle et que je suis moi-même en même temps en phase d'apprentissage. Puisque là, si mes valeurs, je veux y aller, et donc je suis obligé un peu de me dépêcher d'apprendre pour répondre à leurs questions. Mais là, on n'est plus sur le challenge personnel, c'est-à-dire que, tu vois, et auquel cas, bien entendu, moi, je vous invite vraiment, si vous êtes dans cette position, ce n'est pas grave de dire à un apprenant, ben voilà, moi c'est un outil qui m'intéresse, mais je ne le maîtrise pas complètement, mais je vous propose, ben voilà, on va découvrir ensemble, il n'y aura pas de problème. En fait, je me rappelle de ce premier Sound Pro, il m'avait donné un jour, il m'avait dit un conseil, et j'avais trouvé ça exceptionnel. D'ailleurs, avant le premier truc, il m'avait dit, tu sais Pascal, un formateur, c'est pas quelqu'un qui sait tout et qui connaît tout. Mais par contre, c'est quelqu'un qui cherchera toujours la réponse. Et c'était ça. J'ai compris ça. Et en fait, la première chose que je fais, moi, le premier jour, c'est que je dis, voilà, je ne connais pas tout. Déjà, c'est pour les gens qui sont en face, c'est rassurant que le gars qui croit qu'il est un dieu dans son domaine. Voilà. Et je leur dis, mais par contre, si on est là plusieurs jours, vous me posez votre question. Je vous répondrai peut-être pas si je ne sais pas, mais par contre, je vous promets que je vais rechercher l'info et je vous la donnerai après. Et voilà. Et là, tu es humble et en même temps, tu es vrai. Tu vois, tu es vrai. Et ça ne pose aucun problème à un stagiaire qu'à ce moment-là, tu ne lui as pas donné la réponse. Si tu lui dis que tu ne l'abandonnes pas et que tu vas lui donner un peu plus tard, ça lui va très bien. Rester aligné par rapport à ses valeurs, c'est important. Ouais, j'avais appris ça aussi dans mon travail plutôt d'ingénieur et c'est vrai que quand j'étais dans le début, je pensais qu'il fallait tout savoir et avoir réponse à tout et je me sentais très mal quand j'avais pas la réponse. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris que c'était pas mon rôle de tout savoir, mais c'était comme tu dis de capter et une personne en fait dès qu'on capte sa question, qu'on la garde, on lui dit je reviendrai avec toi avec peut-être l'interlocuteur ou la réponse appropriée, ça lui va parce que la personne, elle a été entendue en fait. Exactement. Et pas rejeter sa réponse ou essayer Exactement. de lui renvoyer une réponse pour Oui. à lui répondre et au final pas bien le considérer puisqu'on ne va pas répondre au niveau d'attente peut-être qu'il a. Donc moi j'ai appris aussi dans mon travail d'ingénieur où en fait comment je l'ai appris c'est que j'étais au fur et à mesure des années, mon périmètre s'est élargi sur différents programmes avions en fait chez Airbus. Au début, j'étais que sur la 380, après sur plusieurs programmes. Et c'est là en fait, quand j'étais sur plusieurs programmes, je me suis dit mais en fait non, ouais, tu peux pas tout savoir, c'est normal. Et je l'ai accepté par l'expérience, mais voilà, c'était pour mettre du contexte par rapport à comment moi aussi je suis passé par des étapes où ouais, reconnaître qu'on ne sait pas, c'est bien mieux, quoi. On est mieux Et c'est super important parce que ça fait encore partie des problèmes du syndrome de l'imposteur. Les gens se disent, je ne vais pas être capable de répondre à tout, ouais. sauf qu'ils imaginent qu'il le faut. Et comme tu l'as très bien dit, non, ce n'est pas la problématique. Ce n'est pas ça le truc. C'est pas, on ne sait pas tout et ce n'est pas grave. Et voilà, c'est tout. Il faut en être conscient. Ce qui est important, c'est évidemment de pouvoir amener une réponse à la personne qui en a besoin si on lui a vendu une certaine maîtrise à la fin. Voilà, mais à partir du moment où on a déchargé le fait qu'on doit savoir tout de suite, c'est plus un problème, puisque sur un domaine qui est quand même le nôtre, si on a quelque chose qu'on doit aller chercher, ben on va chercher l'info, on va la trouver. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment pas un problème au final. Et à partir du moment où on a vraiment compris ça, eh ben, on peut rester naturel. Voilà. Et je crois qu'en plus, le plus drôle, c'est que ça ne nous dévalorise pas par rapport à la personne, à l'apprenant ou par rapport au client, selon ce que l'on fait. Bien au contraire, la personne se dit, ben voilà, il ne saura pas tout parce que voilà, on se doute bien que la personne qu'on a en face de nous ne sait pas tout. Et il se dit, par contre, il est honnête et il est responsable dans son approche. Voilà, donc ça veut dire que voilà, quand il va me dire quelque chose, je peux lui faire confiance, puisque quand il me dit qu'il ne sait pas, il va le rechercher, mais il me dit qu'il ne sait pas. Donc, quand il me dit « je sais », c'est qu'il sait, tu vois. Il n'est pas en train de me baratiner à trois… Quand il dit « je sais », c'est qu'il sait. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment… On en revient toujours avec ce côté d'authenticité et d'honnêteté par rapport à la personne auquel on est en train de parler. Qui est un climat de confiance au final. Bien sûr, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment tu en es arrivé à travailler pour des chaînes de télévision?
Ben, ça s'est fait un petit peu par la suite logique, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu travailles avec un centre de formation pro, eh bien après, tu as des demandes. Voilà, alors, première fois que j'ai bossé pour une chaîne de télévision, d'ailleurs, c'est une petite histoire qui était drôle, celle-là. Celle auquel je suis en train de penser là, la première fois, c'était pour France Télévisions, donc, pour des grosses chaînes, parce que je travaillais pour plein de boîtes de prod. Quand tu travailles dans un centre pro, tu travailles automatiquement par des gens qui travaillent à la télé, au cinéma ou des grosses boîtes de prod. Donc, mais pour vraiment être amené dans le centre, enfin vraiment dans l'immeuble, la première fois, c'était une demande par rapport au lancement d'une chaîne qui était France Info d'ailleurs. Et ce qui est très très rigolo, c'est que j'avais une première mission. Voilà, la première mission, c'était par rapport à des opérateurs. Donc voilà, donc je suis venu, voilà, j'ai bossé avec eux. Ça s'est très bien passé. Après, on m'a demandé de venir la semaine d'après pour d'autres opérateurs. Alors, c'était super rigolo parce qu'au début, on m'a demandé les opérateurs, donc les caméramans. Bon, okay. Après, en voyant le niveau de compétence, on m'a dit Pascal, il faudrait que tu coaches aussi au niveau de la régie. Bon, ok, alors j'étais à la régie, tu vois. Et il s'est passé un truc qui était drôle, c'est que à ce moment-là, j'avais créé, si tu veux, bon, c'est un peu technique, mais j'avais créé des profils un peu particuliers pour les caméras, puisque France Info, c'était une chaîne qui allait faire du direct, et donc il fallait créer, je dirais, un profil pour avoir des images qui s'accordaient un peu avec toutes les caméras de plateau, etc. Bon. Et donc, j'avais créé un produit comme ça, et les opérateurs m'avaient dit, oulala, Pascal, mais ne touche pas aux réglages qu'ils ont fait sur les caméras, ils ont fait un réglage, etc. J'aurais dit, bon, ok, je vais regarder, je vais dire, enfin, le réglage. Oui, ils ont fait un réglage, mais c'est un réglage de la caméra, c'est pas une création vraiment pour vous. Et qu'on peut faire des créations pour vous, donc je vais le faire et je vais vous faire voir. Donc, alors j'étais avec la régie, on regardait en régie, on regardait les images, et alors que je prenais le train, ça va vous amuser, alors que je prenais le train pour rentrer chez moi en Normandie, je reçois un coup de téléphone qui me dit Pascal, est-ce que tu pourrais venir, on prend une date pour en fait le service technique, ça serait bien que il ne fallait pas que je touche aux caméras et maintenant on me demande de venir coacher le service technique pour faire voir ce que j'ai fait sur les caméras. Donc ça m'avait fait mourir de rire. Voilà, tu vois, c'est un peu ça reste pourquoi j'en parle, parce que c'est la même logique, tu vois, d'authenticité. C'est-à-dire que tu fais un travail, tu donnes vraiment. Ouais. Et si ton travail a un certain niveau de qualité, les gens qui sont en face ne sont plus bloqués. Ils voient l'apport que ça va leur apporter et ils ont envie de continuer à travailler avec toi, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc ça m'avait fait mourir de rire parce que tu sais, je prenais mon train, j'attendais pour rentrer en Normandie, puis j'ai le téléphone qui sonne, on me dit bon alors Pascal, maintenant je dis bon c'est bon, on m'avait fait le coup 2 fois, quoi. Et après la régie, maintenant c'est comme ça, ben c'est bien, sur France Info, j'ai fait le caméra, la régie, la service technique. Alors bluff. T'as toujours été comme ça, en fait, ce que je vois, ce que j'entends, enfin ce que j'entends, c'est que tu n'as pas, dans le bon sens, hein, mais pas de limite, ou tu te mets pas de limite en fait. Non. Et tu as toujours été comme ça? Alors moi, il faut savoir que j'adore, en fait, je suis, par rapport à des clients qui, eux, ne le sont pas automatiquement, moi j'adore la technique, j'adore le matériel, ouais. J'adore découvrir et j'adore me challenger, en fait, au final. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré les produits, les astuces, les choses. C'est pour ça que j'ai un blog qui s'appelle le blog de l'image, et on va le retrouver dessus, où je vais aller chercher des astuces, alors que, par exemple, j'ai un produit professionnel qui le fait très bien et je vais aimer faire l'astuce. Toi, j'adore découvrir et rechercher. Et c'est ça le truc, en fait. Quand tu dis, tu as toujours été comme ça, ben oui, parce que mais je prends pas si je considère que c'est pas mon domaine, voilà. Mais j'adore me mettre, voilà, si on me demande les caméras, je me dis comment je pourrais faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec pour arriver à avoir un autre résultat, tu vois, c'est plus fort que moi. Donc je l'essaye. Donc si tu es là pour la petite histoire, pour cette formation-là ou cette série de formations, enfin du moins, eh bien, c'était sur une caméra Canon et Canon m'avait passé 2 mois avant les caméras pour que je joue avec et que je rentre dedans et que je vois ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Donc, fatalement, quand tu arrives, tu es déjà très haut, tu es très carré sur ce que tu as et sur ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, enfin bref, sur l'outil, quoi. Et donc, fatalement, comme tu n'arrives plus comme quelqu'un qui vient raconter un manuel technique, hein, mais que tu arrives comme vraiment un utilisateur et voir, chercher les choses qui rendront, enfin, qui permettront d'être encore plus efficaces, ben, des vrais professionnels. Mais quand je dis vrais professionnels, je ne parle pas que des professionnels télé ou cinéma, hein. L'entrepreneur qui a besoin de communiquer en vidéo, pour moi, je ne le considère pas comme un amateur qui veut faire des vidéos. Je le considère comme un professionnel, parce qu'il n'a pas un usage de vidéo familial. Il a un usage professionnel, hein. Donc, le professionnel, la personne qui a besoin de travailler, a besoin d'être efficace.
C'est comme une notion souvent qu'on a de se dire, oh là là, mais travailler, enfin, apprendre à faire de la vidéo professionnelle, ça va être très compliqué. Parce que les professionnels, c'est compliqué, c'est ceci. Mais c'est faux. Un professionnel, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, c'est qu'il cherche à simplifier tout. Un professionnel, c'est quelqu'un qui doit surtout être constant. On ne lui demande pas d'être un génie, hein, on lui demande d'être constant, c'est-à-dire de toujours produire quelque chose de qualité. C'est ce qu'a besoin de n'importe quel professionnel. Même un infopreneur qui n'est pas un professionnel de la vidéo, sa problématique, c'est qu'à chaque fois qu'il doit faire une vidéo, elle doit être de bonne qualité. Donc, on va apprendre quelles sont les techniques, on va apprendre à simplifier en fait. Plus on arrive à simplifier un concept qui pourrait paraître technique, plus il y a de la maîtrise. En fait, la véritable professionnalisation, c'est de simplifier au maximum pour avoir un résultat constant en qualité. Et c'est ce que recherche un professionnel aussi. Il recherche une simplification, ce qui fait qu'il peut être plus efficace, le mettre plus vite, être en action beaucoup plus rapidement, être capable d'agir plus vite, avoir une sécurité pour que ça ne plante pas. Donc, je pense un peu tout de suite, on a été créé des profils de caméra sur des cartes qui fait que si ça plantait, il mettait la carte, il réactivait, la caméra repartait. Et voilà, c'est logique. On ne joue pas, on est là pour travailler. Donc, si tu veux, c'est la même démarche que j'ai tout le temps. Ça n'a pas toujours été le cas. Par contre, j'ai appris à me simplifier. Parce qu'en tant que personne qui aimait la technique, j'apprenais tout. Et après, j'ai compris que non, en fait, la vraie maîtrise, le vrai plaisir, c'est quand au contraire, on arrive à vraiment simplifier tout ça pour que ça roule tout seul, quoi. Voilà. Et quand tu arrives à faire ça et que tu arrives à le prouver, les gens, ils adorent. Parce que c'est ce que tout le monde recherche au final. Tu vois, qu'on aime la technique ou pas. Et là où le technicien va s'amuser, c'est qu'il va s'amuser à utiliser des outils inattendus, tu vois, à faire des choses inattendues. Et c'est là qu'il s'éclate, c'est d'où les astuces, de tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfois, je pars un peu dans mon univers de passion. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça, quoi. Et moi, en fait, ce qui est fou, c'est que je prends autant de plaisir lorsque j'enseigne, je prends autant de plaisir que les apprenants. Et d'ailleurs, là où j'apprends le plus, c'est quand j'enseigne. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu as une compétence, je dirais que cette compétence est toujours un petit peu par rapport à ta manière de penser, toi, par rapport à ce que tu recherches, toi, pas tes valeurs, mais ta finesse ou tes affinités. Alors qu'un apprenant, il a d'autres demandes, il a d'autres visions des choses. Et donc, quand il pose des questions, c'est pour ça que parfois tu ne sais pas lui répondre. Ce n'est pas parce que c'est automatiquement compliqué, c'est parfois il te pose une question que tu t'es jamais posée, en fait. Oui. Et donc, tu es là, tu te dis, je vais jamais. Et c'est magnifique. Parce que toutes ces personnes qui te donnent, dans un domaine qui te passionne, des questions que tu t'es jamais posées, pour eux, parce que tu veux le faire pour eux, tu vas rechercher les réponses. Et ça ne fait qu'amplifier ta compétence, en fait. Ça te donne encore plus de compétences, au final. Donc, voilà. Donc, moi, j'adore. Quand je forme, j'adore. J'ai l'impression que c'est un rêve. Parce que, si tu veux, non seulement je suis dans un domaine qui me fait plaisir, mais en plus, eux-mêmes m'amènent plein de nouvelles infos auxquelles je ne m'attendais pas, de nouvelles questions auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, c'est magnifique. C'est génial. Quand tu aimes ce que tu fais, c'est génial. Ouais, c'est clair. Et comment tu en es devenu à devenir entrepreneur ? Alors ça, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que je travaillais déjà pour des centres de formation et en 2015, parce que moi, j'ai dû commencer à faire de la formation pro en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2015, je me suis dit, j'avais plein de… C'est rigolo, parce que c'est des stagiaires, des apprenants qui me disaient, Pascal, tu dois faire un blog. Et moi, je me disais, faire un blog, je n'ai pas le temps. Et puis surtout, voilà. Et puis, j'ai découvert tout ça un infopreneur qui était, je pense, Olivier Roland. Et commençait à dire qu'un blog, ça pouvait être aussi, ça pouvait rentrer dans une démarche professionnelle pour du travail. Tiens, et j'ai fait sa formation et j'ai fait un blog. Ça a très bien marché au début, même si aujourd'hui, je m'en occupe pas beaucoup, on va dire, parce que je n'ai pas le temps. Mais toujours est-il que c'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à faire un blog et le blog m'a amené énormément d'opportunités. C'est-à-dire qu'au moment du blog où vraiment je m'en occupais, tous les centres de formation, quasiment, je peux le dire, sont venus à un moment donné vers moi pour voir si je ne voulais pas donner des formations, quoi. Donc, si tu veux, ça, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je fais moins mon blog maintenant, même si j'ai très envie d'y retourner parce que j'adore. Ça s'est fait très naturellement, en fait, au final. Ça s'est fait très naturellement. J'ai pas eu besoin de ramer pour trouver les premiers clients en centre de formation. C'est plus délicat avec les entrepreneurs parce que j'ai une démarche peut-être qui est un peu différente de ce qu'on leur propose actuellement.
C'est-à-dire je pense qu'encore, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du fait que justement que je travaille avec des professionnels. Je pense que ça leur fait un petit peu peur. Bon, voilà. C'est un travail que je dois faire en communication pour vraiment leur dire que c'est pas parce que je travaille avec les professionnels que je suis pas capable de parler à des gens qui ne connaissent pas la vidéo. C'est pas du tout. Mais toujours est-il que pour les professionnels, ça s'est fait assez facilement, en fait. Tu vois, j'ai pas eu à ramer, quoi. On m'a tout de suite fait des propositions pour prendre des groupes, pour faire des sessions, pour créer des programmes. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu apportes aux entrepreneurs de différents, comme tu disais? Alors, dans les emplois indifférents, moi, ce que je pense que je leur apporte, c'est que j'ai une vision. Ah bon, c'est un petit peu particulier, je dois le reconnaître. C'est pas tellement, là pour le coup, je suis pas du tout le modèle de l'entrepreneur classique. Parce que la plupart du temps, un entrepreneur, et c'est tout à fait normal, hein, regarde après son taux de conversion, combien il va faire de chiffre d'affaires, etc. Alors que moi, je suis un petit peu atypique pour ça. C'est-à-dire que j'ai un côté où je vais former je fais la formation professionnelle avec le tarif de la formation professionnelle. Donc voilà, et auquel cas je suis centre certifié, je suis data docké, etc. Donc voilà, je peux faire des formations finançables avec le tarif de la formation finançable. Et à côté de ça, quand j'ai créé Nomade, donc la formation Nomade, j'ai créé une formation où j'ai pensé à des entrepreneurs qui démarraient et qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens. Voilà, donc ça veut dire que je leur amène, pour ces gens-là, j'amène une formation qui est qualitative parce que je viens de la formation pro. La formation pro, c'est un objectif, c'est un prérequis, il y a un objectif. Voilà, il faut arriver à l'objectif. Donc moi, je vis la formation chez un entrepreneur qui démarre, non pas comme je vais lui donner une formation où il peut apprendre, mais comme je le suis pour qu'il réussisse. Ce qui est totalement une démarche différente. C'est-à-dire que je n'arrive pas, par exemple, et c'est même un problème, c'est que je n'arrive pas à faire un produit, je vais apprendre à le faire parce qu'il le faut, mais je n'arrive pas à faire un produit où je n'accompagne pas, je ne sais pas personnellement où en est chaque apprenant, je ne peux pas. Ça vient de la formation pro. Donc c'est voilà, donc c'est pour un entrepreneur qui démarre et qui arrive chez moi avec une formation qui n'est pas vendue au prix d'une formation pro, avoir un formateur pro qui s'en occupe pour qu'il obtienne des résultats, oui, c'est clair que voilà. Alors je disais tout à l'heure que bon, s'il faut que ça change, parce qu'en effet, tant que j'ai sur cette formation qui est Nomade, j'ai encore un groupe qui est raisonnable en taille. Donc c'est possible. Il est évident que si le groupe grossit beaucoup plus, je ne pourrai plus accorder autant de temps. Mais voilà, quoi. Donc je suis un petit peu, tu vois, je suis un petit peu atypique parce que sur ce groupe-là, je suis plus en rapport taux de conversion, temps passé, argent. Je suis plus sur le fait d'aider des gens à démarrer parce que je suis vraiment conscient et il faut être conscient de ça. La vidéo est devenue le levier, je dirais, incontournable. Quand on veut vendre des choses, c'est incontournable. On a quitté le monde des arts graphiques que j'ai connu en tant que photographe, où je faisais des catalogues, où je faisais des plaquettes. On est passé au monde d'Internet, au monde de YouTube, au monde de Facebook, et où les gens, quand ils veulent acheter, regardent sur une vidéo le produit qu'ils veulent acheter, et quoi, ils regardent les différents produits. Donc, quel que soit le produit, que ce soit un produit physique ou que ce soit une maîtrise, on regarde en vidéo, voilà, on prend des infos en vidéo, donc la vidéo devient de plus en plus incontournable. Voilà. Donc, il faut se former, pas automatiquement à quelqu'un comme moi. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie de ramarrer tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler avec moi de par leurs affinités et d'autres qui trouveront dans un autre coach leur coach à eux et c'est très bien. Il faut aller avec le coach avec lequel vous avez envie de travailler, celui qui vous parle, celui qui, quand il parle, vous ressentez ce qu'il vous dit. Enfin bref, vous avez une affinité avec lui et c'est OK, c'est très très bien. Hein. De toute manière, je ne pense pas qu'il y ait un seul coach vidéo qui pourrait se permettre d'avoir tout le marché. Si le marché est énorme. Voilà, donc c'est vraiment pas important. Mais formez-vous la vidéo ou apprenez à travailler avec une équipe. C'est aussi un deuxième choix. Mais je crois qu'au début, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut absolument être capable déjà de travailler. Ou alors, vous avez déjà le budget pour avoir à demeure. Je sais qu'on m'a fait ce genre de demande, je l'ai eu 2 fois, des entrepreneurs assez importants qui, eux, ils veulent salarier un réalisateur qui va être là tout le temps avec eux. Donc ça, c'est un autre débat. Mais sinon, vous devez maîtriser un peu la vidéo, puisque même si, dès que vous aurez les moyens, ou si vous avez les moyens, vous pouvez très bien faire venir une boîte de prod pour faire une vidéo de vente ou faire quelque chose comme ça, parce que là, vous allez bénéficier de l'apport de toute une équipe, donc ça sera très bien.
il y aura toujours un moment donné où vous serez en déplacement ou autre chose et où vous ne pouvez pas avoir une boîte de prod avec vous. Donc, je pense que c'est important de pouvoir être en capacité de faire une vidéo. Nomade, Pascal, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est Nomade? Oui, alors Nomad, c'est en fait c'est un acronyme. En fait, Nomad est constitué de 5 modules. Donc le N, c'est pour les notions de base. Donc dans le module 1, on va apprendre les notions de base de la vidéo, euh, parce que c'est le plus important au final. 99% des vidéos que je vois qui ne sont pas d'une très bonne qualité, avant même de parler de contenu ou de présence à l'image, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas les techniques de base. Voilà, donc une exposition, un micro, etc. Voilà, donc le N, on parle que de ça. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous faites déjà le module 1, normalement, vous êtes en capacité de faire de très bonnes vidéos. Voilà, déjà, ça commence. Après, le O, c'est pour organisation. Ici, on parle oui, d'être à l'aise devant une caméra, mais on parle aussi de tout ce qui est préparer une vidéo. On se rend compte que dans les vidéos qui n'ont pas un contenu très fort ou une grosse valeur sont souvent des vidéos qui sont faites un peu comme ça, rapidement, même si parfois ça vient des tripes, on a envie de faire une vidéo et on a quelque chose à dire, donc parfait. Mais sinon, quand on a des objectifs, c'est vrai qu'il est bon de savoir préparer sa vidéo. Et donc, c'est ce que l'on voit dans le module 2. Ça aide vraiment à avoir des vidéos plus efficaces, à mieux connaître sa cible. Voilà. Donc, c'est ce que l'on voit dans la deuxième partie. Dans la troisième, qui est le M pour moteur, on va aller voir après, on avait vu dans le premier module les notions de base. Là, on va voir des techniques qu'on utilise dans le monde professionnel, mais qu'on va regarder la manière d'avoir des résultats approchants sans avoir beaucoup de matériel ou des astuces de professionnels, de manière à dépasser le stade d'une simple vidéo, mais apprendre à donner peut-être un peu plus de caractère, avoir quelque chose qui est plus proche de notre discours, de notre vibration. Et donc, c'est bien sûr dans cette partie-là, puisqu'on va plus loin. La partie d'après, c'est le M, non, c'est le A, pardon, pour assemblage. Donc, la partie assemblage, c'est toute la partie montage d'une vidéo. Donc, on apprend bien sûr les notions de base du montage, mais aussi après des formats de vidéos et comment les faire efficacement. Et la dernière partie, le D de Nomade, c'est la diffusion. Donc là, on parle de sortir nos vidéos pour un YouTube, pour un Facebook, pour un Vimeo, donc les différents formats, sauvegarder ces données, faire du SEO pour augmenter le taux de conversion. Enfin, voilà. Donc c'est une formation au final qui est extrêmement complète. Hein. Voilà. Donc c'est une formation qui va évoluer en 2021 parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, l'outil, comme je vous le disais, moi j'aime vraiment m'occuper de mes clients et c'est vrai que j'ai de plus en plus je dirais, de coaching et d'attention sur chaque client. Et donc je pense que la formation nomade comme elle était va s'ouvrir vers une nomade team où il y aura clairement un positionnement d'accompagnement des clients. Et peut-être, parce que j'ai vu que certaines personnes ont un petit peu peur d'un programme aussi lourd, je vais avoir un nomade qui va être un nomade first, qui va être concentré sur le module 1, tout en sachant évidemment que les personnes pourront rejoindre le reste de la formation s'ils veulent, mais déjà pour amener les gens à avoir déjà ces notions de base, qui vraiment, voilà, quand vous avez une notion de base, vous n'avez plus de la peau jaune, la peau verte, vous n'avez plus de son qu'on parle, enfin, on n'entend pas. C'est toutes les notions de base qui vous permettent de bien faire une vidéo en tant que produit, en tant que séquence vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment une formation complète. Ouais. Et elle part. On n'a pas de prérequis sur Nomad, c'est-à-dire que c'était un peu compliqué au départ à trouver le format. Mais le format est un format. Alors, c'est pour des gens qui veulent vraiment de la qualité, soyons clairs. Hein. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai simplifié tout. Et pour simplifier, d'une certaine manière, j'ai donné. Chaque cours parle d'une donnée, quoi, comme l'exposition ou le micro-cravate. Voilà, c'est un cours, pof. Voilà, de manière à ce que ça soit simple, les discours soient simples, les choix soient simples. Il y a une chose que je fais aussi beaucoup qui est très appréciée dans Nomade, c'est que je teste tout ce matériel. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui me rejoignent et parfois qui me disent « Oh là là, j'ai dépensé un argent avec le matos et en plus ça ne marche pas. » Et je leur dis « Mais non, faites plus ça. » Voilà. Moi, je le fais parce que je le fais pour vous donner des conseils et ça me coûte pas mal de pognon en plus de ne pas arrêter d'acheter puisque j'essaye de trouver des outils abordables mais qui fonctionnent. Évidemment, quand on commence à jouer à ça, on achète aussi pas mal de trucs qui pour moi, ne sont pas, je dirais, au premier niveau de qualité. Voilà. Je sépare toujours le matériel sur 4 paliers. C'est-à-dire le premier palier, pour moi, c'est les premiers prix. Voilà, bon. Qui est en fait un matos qui n'est pas cher, mais qui n'a pas ce palier de qualité suffisant pour vraiment vous donner quelque chose qui passe le seuil de l'amateurisme avec quelque chose de pro, quoi.
Le deuxième palier, ce que j'appelle moi l'entrée de gamme. Pour moi, l'entrée de gamme, parfois c'est le même prix que le premier prix, sauf que ça marche vraiment. Voilà. Donc et après, j'ai un milieu de gamme et un haut de gamme. Bon, pas la peine d'aller définir, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Et donc, je recherche toujours les produits d'entrée de gamme. Et dans Nomad, on a ça. C'est-à-dire pour chaque personne qui a besoin, il y a toujours une liste de tout le matériel dont on a besoin. Nomad s'appuie beaucoup plus sur le téléphone. Parce que même si quand on apprend une notion de base de la vidéo, si on travaille avec un appareil photo, ça ne pose aucun problème, c'est les mêmes notions de base. Mais elle s'appuie en premier sur un téléphone avec derrière un bonus qui est donné pour les autres caméras. Mais voilà, mais elle s'appuie sur le téléphone parce que pour moi, et ça devient la caméra la plus polyvalente. On a toujours un téléphone. Les téléphones sont capables de faire des images hallucinantes. Moi, au fur et à mesure, j'ai tous les iPhones qui arrivent. Là, je les ai tous. Enfin, tous les derniers modèles. Et je suis à chaque fois sidéré par la qualité de l'image. Le dernier qui est arrivé, là, c'est le 12 Pro Max. Quand on voit la qualité des images, pour la petite histoire, le film sur lequel j'ai travaillé cet été, il y a un des plans qui a été tourné avec un téléphone. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, faire passer une grosse caméra, c'était compliqué, ça en avait du temps, et j'ai dit stop, on va prendre le téléphone. Et donc, hier, j'étais en projection en grand écran, on ne voit pas la différence. Après, on ne sait pas que ça a été tourné avec un téléphone. Donc, les téléphones sont maintenant capables de faire de la très grande qualité. Simplement, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils voient le téléphone, ce que moi j'appelle le mode selfie. Le mode selfie, c'est que vous prenez votre téléphone et puis vous appuyez sur le bouton enregistrer une vidéo. Bon, parfois ça marche bien, parfois ça pointe moins bien. C'est pas ce qu'on apprend dans Nomad. Dans Nomad, on va apprendre les paliers qui sont au-dessus, c'est-à-dire les paliers, on va commencer à apprendre à optimiser pour avoir une qualité. C'est-à-dire on n'utilise plus notre téléphone comme un selfie vidéo, mais on l'utilise comme une caméra vidéo, avec différents paliers. Bien sûr qu'au module 1, on va être sur un palier 3, et en module 3, on va parler du palier 4 et 5, qui sont les niveaux les plus hauts. Voilà. Mais on arrive à avoir une qualité d'image. Voilà. Et à tous les niveaux, c'est intéressant d'avoir en plus de téléphone. Non seulement parce qu'il est avec vous, le matériel est plus léger, il est moins cher, et même si après, pour certains cas spécifiques, on pourrait se dire ça pourrait être intéressant d'avoir une caméra ou autre chose, c'est pas grave parce que on a déjà acheté des accessoires qu'on va pouvoir réutiliser avec les autres caméras, par exemple les micros, qu'on ait un téléphone ou pas, ça ne change rien, c'est la même chose. Voilà, et je dirais qu'en plus on est formé. Et la caméra que vous allez amener tout le temps avec vous, c'est pas l'appareil photo, il faut être honnête. Là où moi je trouve que parfois d'autres caméras sont plus judicieuses, c'est par exemple comme on est en train de faire ici. Je suis dans mon studio, j'ai 3 caméras qui sont sur des pieds qui ne bougent pas. J'ai 3 téléphones sur la table à côté de moi, mais sur les pieds, c'est des caméras parce que je suis dans un studio. Je pourrais utiliser le téléphone. Une caméra posée sur un pied, ça marche très bien. Mais voilà, dès que je me déplace maintenant, ce que j'ai avec moi, c'est plus des appareils photo, des caméras, c'est des téléphones. Voilà. Donc ça devient pour moi l'outil le plus évident. En plus, on est tous connectés, on a tous besoin, enfin on a tous un intérêt à avoir un téléphone assez récent pour toutes les nouvelles technologies. Donc, autant profiter de cette capacité. Donc déjà, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses liées au matériel. L'excuse qu'il peut y avoir derrière, c'est peut-être les peurs, les doutes de passer en vidéo. Et qu'est-ce que tu remarques, toi, chez les entrepreneurs qui… Alors, c'est drôle parce que j'ai vu des choses assez étonnantes en la matière. Quand je dis étonnante, je vais m'expliquer. J'ai vu par exemple des conférenciers qui vont monter sur une scène devant plein de monde et qui se sentent à l'aise, d'accord ? Alors que pour moi, je trouve ça beaucoup plus oppressant, on est en direct. Mais non, c'est vrai que quand on s'accepte, on n'a pas plus de problème de monter sur une scène, en effet. Mais des gens comme ça qui donc s'acceptent, ils n'ont aucun problème et qui parfois me disent, Pascal, tu sais, quand je dois faire une vidéo, je ne me sens pas à l'aise devant la caméra. Et je me dis, c'est vachement rigolo parce qu'ils sont à l'aise devant plein de monde, ils sont en direct. Donc, si jamais, pour X ou Y raison, ils bafouillent ou autre chose, on est d'accord, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ça sera bien perçu par les gens qui sont en face d'eux. Et ils vont être chez eux devant une caméra où s'ils se plantent, bon, ben, c'est pas grave, personne ne le verra, ils recommencent. Mais ils sont impressionnés. La peur de l'objectif. Donc, c'est ce qui m'a étonné le plus. Après, on a des personnes qui ont en effet, comme on en parlait un peu plus tôt, des personnes qui sont encore dans la position, mais qui est normale, se dire qu'ils ne sont pas comédiens et qu'ils ne vont pas être bons. Parce qu'ils sont en train de se dire qu'ils doivent être capables de jouer un jeu. Alors que dès qu'on a compris qu'on n'a pas joué de jeu,
On n'a pas à se dire, je ne vais pas être moi-même, je ne vais pas arriver, parce qu'en fait, ça serait comme si on se disait, je ne vais pas réussir à être moi-même. Ben si, on est nous, voilà, avec nos faiblesses et nos forces, donc on n'a pas de raison. Mais voilà, ce qui va empêcher les gens, c'est ça. Et après, on a en effet la technique. La technique, il faut bien comprendre que la technique, il ne faut pas mélanger la technique et le talent ou... La technique, ce n'est que de la technique. C'est aussi simple que ça. Donc la technique, ça s'apprend et c'est facile, surtout si on la simplifie. Et c'est vrai que parfois, les gens commencent à se faire une vidéo avec un téléphone, ils font un essai, et ils se disent, ben, le résultat n'est pas beau, c'est pas bien, c'est flou, le son ne m'entend pas, parce qu'ils ne savent pas quoi utiliser comme outil ou comment l'utiliser pour avoir des résultats. Voilà. Donc ça bloque aussi pas mal. Qu'est-ce que je vois qui bloque ? Parfois, le problème de savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme contenu. Ils connaissent leur domaine, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en peu de temps. Comment le faire? Alors qu'au final, bon, il y a des scripts, hein, voilà, il y a des choses assez simples, mais ils sont tous capables. Simplement, voilà, les gens, je trouve, se compliquent souvent les choses, en fait. Ils compliquent tout. Et c'est pour ça, ils en mettent une montagne et ils compliquent tout. Ils compliquent, voilà. Et donc, ils ne savent plus comment faire simple devant une caméra et comment parler à leur audience. Alors que dans un autre domaine, ils y arriveront. Vous les mettez dans un cocktail et il y aura 10 personnes en train de les écouter parce qu'ils seront passionnants. C'est drôle. Parce que si vous êtes capable, dans un groupe, d'avoir 5 personnes qui boivent votre parole parce que vous êtes passionnant, c'est que vous êtes capable de faire une vidéo exceptionnelle. C'est pareil. Et quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour se lancer à faire une vidéo, pour qu'ils aient de la facilité à créer la vidéo? Alors, le conseil déjà sur le contenu, c'est faites un contenu qui vous passionne et que vous maîtrisez dans votre domaine. L'un des trucs que j'ai souvent rencontrés, c'est des gens qui se disaient « Ah oui, mais ça, c'est vraiment ma super valeur ajoutée, donc je ne vais pas le faire tout de suite, parce que je vais attendre d'être bon en vidéo, parce que sinon, je vais le gâcher. » Vous ne gâchez jamais un sujet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous le faites et que vous refaites le même sujet dans un an, ça sera une autre vidéo, vous direz d'autres choses. Ce n'est pas un problème. Donc, allez tout de suite sur un sujet où il y a une grosse valeur ajoutée. Parce que même si votre vidéo vous bafouille un peu, que la lumière n'est pas top, etc., s'il y a une valeur vraiment pour la personne qui vous regarde, si vous êtes bienveillant, si vous êtes généreux, automatiquement, vous toucherez les gens. Automatiquement. Et ce qui est important au début, pour prendre confiance en nous, c'est d'avoir au final des retours positifs. Voilà. Parce qu'on va se dire, oui, est-ce que ça va plaire? Dès qu'on a une personne qui dit merci, tu m'as apporté, je comprends mieux les choses, ça fait vraiment du bien et ça nous donne envie d'en faire une deuxième. Ça nous aide à prendre confiance. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est faites un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne et où vous pensez que par rapport à votre audience, vous avez quelque chose vraiment d'intéressant. Ne cherchez pas à faire long, c'est pas utile. Mais maintenant, surtout au début, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut tenir l'audience. Parce que souvent, là je saute un peu sur un autre sujet, mais souvent on me dit, Pascal, sur YouTube, il faut faire pas plus de 2 minutes, 4 minutes, sinon, pour moi, j'y crois pas du tout. Les points qui peuvent rentrer, c'est en effet l'âge de votre audience. Quand les gens sont âgés, ils ont tendance à vouloir avoir des vidéos qui sont plus longues, jeunes, plus courtes, on est d'accord. Mais une vidéo de 2 minutes qui est ennuyeuse, il n'y a pas de contenu, c'est beaucoup trop long. Et une vidéo de 20 minutes où vous êtes passionnant, c'est beaucoup trop court, les gens. Donc, au final, la durée n'est qu'en rapport avec la valeur de ce que vous allez amener. Voyez. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Simplement, au début, c'est peut-être plus dur d'avoir une vidéo qui va durer 20 minutes, sauf si jamais, si vous débordez de passion sur un sujet, vous avez beaucoup à donner, lâchez-vous, laissez-vous aller. Vraiment, votre première vidéo, il faut que vous soyez dans la générosité et on vous pardonnera beaucoup, beaucoup de choses. Après, en effet, faites un peu attention au fait d'avoir quand même, quand vous entendez bien, au début, on a parfois des images qui ne sont pas trop mauvaises. Donc, mettez-vous, si vous n'avez pas d'éclairage, un studio comme moi, etc., mettez-vous dans des conditions de lumière qui fait que quand même, tout de suite, vous voyez que l'image est quand même assez belle. Bon, voilà. Et faites très attention à votre audio. On voit beaucoup de vidéos où l'audio est de très mauvaise qualité. L'audio, c'est 50% de la vidéo. Une vidéo avec un audio pourri, ça demande un effort à votre auditeur de vous suivre.
Alors qu'à l'inverse, une vidéo avec une image moyenne, mais un super audio, ça fait tout de suite pro. Donc faites très attention à l'audio. Donc moi, je vous conseillerais bien sûr de vous équiper d'au moins un petit micro-cravate. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, on sait que maintenant, les téléphones sont assez surprenants. Les derniers modèles, ils ont fait des progrès. Donc voilà, moi je préconise pas de ne pas employer de micro externe, hein, je vais être franc. Mais si c'est votre première vidéo, mettez-vous dans ces cas-là dans un endroit où vraiment il n'y a pas de bruit, essayez de trouver et faites un test. Vous arrivez peut-être à avoir une audio assez propre. J'étais assez surpris par les derniers modèles à ce niveau-là. Mais voilà, mais faites attention quand même à la lumière et au micro et surtout rentrez sur un sujet que vous maîtrisez et où il y a une grosse valeur. Et soyez bienveillant et généreux. Ne vous dites pas, ouais, mais moi je veux vendre un produit. On le voit ça encore. Les gens se disent, je vais vendre un produit, donc je ne vais pas leur donner toute la solution dans une vidéo. Quand vous apportez une réponse à quelqu'un, ce n'est pas une formation, c'est de l'information. Les gens, ce qu'ils achètent, ce n'est pas une information. L'information, il y en a partout, sur Internet, dans YouTube, partout il y en a. Les gens, ils s'attendent à avoir une formation, c'est-à-dire une pédagogie. Vous donnez simplement une réponse. Mais voilà, quand vous allez être généreux et que vous allez donner un contenu de qualité aux gens, les gens vont le sentir. Voilà. Et voilà. Essayez vraiment d'avoir un... Peut-être au début, ne rentrez pas dans des sujets polémiques. On sait qu'après, tous les sujets polémiques, il n'y a rien de mieux pour vous créer des fans. OK, mais il faut déjà un peu maîtriser les choses avant de jouer à ça, parce que vous aurez automatiquement des attaques, et donc il faut quand même déjà avoir un peu de retour et confiance en soi avant de commencer sur des sujets polémiques. Donc faites un sujet avec une grosse valeur que vous maîtrisez. Ne vous inquiétez pas si c'est votre bébé et que vous dites que plus tard, vous aimeriez faire une super vidéo. Vous la ferez, c'est pas important. C'est super important que votre première vidéo, vous ayez des retours positifs. Et si vous êtes, encore une fois, je me répète là, mais c'est pas grave, le message c'est si vous êtes généreux et qu'il y a de la valeur ajoutée, vous ne pouvez pas vous planter. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et pour toi, Pascal, quel est l'impact de la vidéo en 2021 par rapport aux autres modes de communication? Alors, la vidéo, il faut comprendre que dans les formes de communication, c'est la forme actuelle la plus puissante. Pourquoi? Parce que là, vous avez déjà, vous pouvez transmettre votre contenu, votre message, bien sûr. Deuxième point, on entend le son de votre voix par rapport à de l'écrit. Et on vous voit, donc c'est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus magnétique, vous êtes beaucoup plus présent pour les gens. Une vidéo, quand quelqu'un peut mettre un visage et une voix sur un message, c'est beaucoup plus puissant que de l'écrit. Même si l'écrit reste un point important pour faire du SEO, comme par exemple pour les blogs ou même pour YouTube, mais auquel cas vous pourrez le faire avec ce qui va accompagner votre vidéo sur une chaîne YouTube. Vous avez une partie pour faire du SEO, donc il n'y a pas de souci. La vidéo devient de plus en plus virale, le plus important. On est tous en train de regarder des vidéos quand on s'intéresse à un produit, en fait, que ça soit dans notre vie privée ou notre vie professionnelle. Le confinement n'a fait que rajouter l'intérêt, encore une fois, d'une vidéo, en fait, d'un message qu'on peut recevoir chez nous sur Internet. Sur Internet, voilà, la vidéo est devenue... C'est le mode de communication qui nous donne le plus gros taux de conversion. Déjà, il faut le savoir en plus. Alors, le petit point, par contre, que l'on vous dit parfois et qui est vrai, qui est un petit peu délicat, c'est que lorsque l'on est sur des réseaux comme Facebook, par exemple, beaucoup de personnes regardent les vidéos sur Facebook sans mettre le son. Voilà. Donc, c'est vrai que sur ces réseaux-là, mettre, par exemple, des sous-titres, c'est extrêmement fort parce qu'il y a toute une audience qui ne vous regarde. Mais bon, faut le voir en formation parce que ça va un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'après, on apprend à, même dans les gestes, même dans ce que l'on fait, on peut faire aussi des vidéos où même ce que l'on voit en image est parlant. Voilà. Ce qu'on apprend à faire de manière à aider dans ces passages-là, de manière à donner plus d'informations. Voilà. Mais aujourd'hui, on va tous vers la vidéo. Tous les Facebook, tout le monde va vers la vidéo. Et je dirais que l'entrepreneur qui fait de la vidéo se positionne au niveau communication au-dessus de ceux qui n'en font pas. Ouais. Et même en 2021, il y a des gens qui ne font pas encore de vidéo parce qu'ils n'osent pas, parce que ceci. Et donc, moralité, quand vous passez le pas, vous êtes fatalement devant tous ces gens-là, quoi. Les gens se trompent souvent. C'est-à-dire que les gens, au début, alors moi, c'est vrai que moi le premier, j'avais une tendance, parce que je viens du monde professionnel, à me dire attention, il faut une super qualité d'image, de son, c'est important. C'est important. Après, on entend partout, le plus important, c'est le contenu. Avoir un contenu, parce que si on a une belle image et qu'on n'a rien à dire, ça n'intéresse personne. C'est tout à fait vrai. Mais quand on
remet tout à plat, on se rend compte que c'est encore autre chose de plus important. Il faut avoir quand même une image correcte, un son propre, parce que sinon on ne fait pas trop. Il faut avoir un contenu, parce que les gens ne sont pas venus pour... voilà, les gens qui ont des belles vidéos, mais au final, ils ne font que rabâcher la même chose qu'ils ont déjà vu sur 25 000 vidéos, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Mais la première chose que les gens veulent, ils veulent une connexion émotionnelle. Ils veulent que ça les touche. Ils veulent ressentir ce que l'on dit, ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Et la chose qui est magnifique dans la vidéo, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas justement en mode interview, là par exemple, là je serai en mode interview, je regarde la personne, je réponds, et là je suis dans un mode hôte où je regarde la caméra. Eh bien, ce qui est incroyable dans une vidéo, c'est que si on regarde vraiment la caméra et qu'on parle, les personnes qui regardent ce film pensent réellement qu'on est en train de leur parler à eux, alors qu'on est en train de parler certes à eux, mais à plein de monde. Ils prennent ça pour eux, à partir du moment où on les regarde. C'est extraordinaire la vidéo pour ça. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est vraiment, c'est rigolo. On se fait très rapidement, on peut, je dirais, se sentir à l'aise devant une caméra. Il faut juste, ça a l'air un peu trop facile quand je le dis comme ça, mais il faut prendre conscience que le fait qu'on ne soit pas parfait, non seulement ça n'a pas d'importance au final, mais c'est surtout que c'est humain. Et plus on est entre guillemets imparfait, plus on s'autorise à l'être, plus pour l'audience, ça nous rend, je dirais, magnétique, ça nous donne une image émotionnelle, une image de quelqu'un qui est naturel et qui a envie d'aider et qui ne se met pas sur un piédestal. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Voilà. C'est un levier qui est beaucoup plus puissant, en fait. Et c'est ça, en fait, la chose la plus importante dans les vidéos. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une connexion émotionnelle et avoir peu d'arguments derrière et les gens vont nous aimer, juste parce que voilà, on a été là pour eux. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir une vidéo, comme j'ai pu en faire par le passé d'ailleurs, très technique et assez froide. Les gens apprécient, mais ça les touche pas. Tu vois, ça les touche pas. Alors que pourtant, il y avait de la valeur. Oui, mais c'est une valeur qui n'était pas pour eux, en fait, quelque part. Et donc, ça les touche beaucoup moins. Donc, je pense que la chose la plus importante, c'est la connexion émotionnelle, avec quand même un petit bémol, c'est qu'elle doit être vraie. Il ne faut pas essayer de bluffer ce genre de choses. Si on essaye de bluffer le fait qu'on s'intéresse aux gens alors qu'on ne s'y intéresse pas, ça se sent. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être bienveillant et être généreux. Mais à partir du moment où on est bienveillant et généreux et on s'intéresse vraiment aux autres et aux problèmes que peuvent rencontrer dans notre domaine, les gens, voilà, ils apprécient et on va tout de suite créer une connexion. Et c'est ça le plus important. Quand je le dis comme ça a même l'air d'être un petit peu ballot, parce que j'allais dire c'est important d'une communication, mais une communication, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire une communication, ça veut dire qu'on communique avec les gens, et donc on s'intéresse à eux aussi. Voilà, donc c'est ça. Les gens font parfois des vidéos qui ne sont pas de la communication, qui sont juste de l'information, et l'information, ça touche pas beaucoup les gens, enfin, d'une certaine manière, quoi. Les gens ont envie plutôt qu'on leur parle à eux et qu'on s'intéresse à leurs problèmes ou à ce qu'ils vivent. C'est normal, c'est humain. C'est humain. Je sais pas, voilà, c'est ce que je pense. Par rapport à ce que tu dis, en fait, le fait de communiquer avec authenticité, moi, ça me fait penser aussi que plus on est qui on est dans la vraie vie, plus on va attirer, et qui on est vraiment intérieurement, plus on va attirer les personnes qui nous ressemblent. Parce que jouer un rôle ou essayer de mettre du vernis, en quelque sorte, moi, ça m'est arrivé dans le passé pour me protéger, en quelque sorte, porter cette carapace en quelque sorte, mais au final, on attire des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et au final, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces personnes en fait? Parce que au moment où je les ai rencontrées, je les ai attirées parce que j'étais, c'est ça qu'elles ont aimé de moi en termes de qui j'étais, qui je reflétais. Mais au final, moi, je suis de plus en plus, j'essaye d'être le plus authentique possible pour que les gens me prennent comme je suis et pour être aligné avec les personnes avec qui je fais rentrer dans mon cercle privé ou proche, parce que être avec des personnes qui ne nous correspondent pas, c'est chiant, quoi. Il y a un moment... Ouais. Non, mais tu as raison. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que alors bien que maintenant on commence à vraiment en parler de ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on nous apprenait, même dans les infoproduits, qu'il fallait créer le produit qu'attend le client. Mais bref, on nous forçait un petit peu à nous violenter par rapport à nos valeurs pour vendre. Et en fait, on se mettait à, je dirais, à paraître, mais
à modifier notre comportement pour faire des ventes, parce qu'il faut bien manger, ce qui est logique. Et en effet, on se retrouvait piégé vers le fait d'attirer une audience qui, au final, qui n'est pas représentative par rapport à ce que l'on aimerait faire, en se forçant. Bon, alors quand on a des compétences, on y arrive, mais au final, on risque en plus d'attirer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne se sent pas légitime sur ce qu'on est en train de faire. Oui, puisqu'on a... Et c'est rigolo, parce que souvent, en plus, c'est pas qu'on est en train, c'est pas parce qu'on est garagiste et qu'on est en train de vendre comment tenir un restaurant. C'est ça le plus drôle, c'est que c'est souvent juste à côté de ce que l'on est, mais on a simplement essayé de modifier ce que l'on est et notre message pour soi-disant vendre plus, alors qu'on est en porte-à-faux. Alors qu'il est tellement plus intéressant de faire un produit qui est vraiment ce que l'on est, puisque au final, la manière de se dégager de ses concurrents, c'est aussi, je dirais, de mettre en avant nos spécificités, nos points où on est différent d'eux, justement. Notre singularité. Voilà. Et c'est amusant, les gens se disent parfois, alors lui, il réussit dans ce domaine, il fait ça, donc je vais faire pareil. Alors ils font une espèce je ne vais pas dire de guignol, parce que c'est un peu méchant, parce que le terme guignol, tout de suite, on y voit un côté péjoratif, mais ils font une espèce de marionnette, une espèce qui va ressembler à l'autre. Ça n'a pas d'intérêt, en plus, il est là, il est peut-être chef de file dans son domaine. C'est beaucoup plus intéressant de dire, lui, il fait ça, c'est top, mais moi, j'ai une autre approche, et on aura automatiquement des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'approche de l'autre personne, mais qui vont plus se reconnaître dans la nôtre. Et ils vont adorer ce que l'on fait, justement, parce qu'en plus de ça, on sera meilleur, fatalement qu'on sera meilleur, puisqu'à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche, ça viendra de l'intérieur, ce ne sera pas intellectualisé. Donc, je pense que c'est ça. Mais on commence de plus en plus à avoir ça, et c'est bien, parce que je dirais que plus on est à la limite différent, plus forcément on a une audience qui attend notre lumière, notre message. Parce que si on est différent des autres, ça veut dire qu'on n'est sûrement pas les seuls, et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne trouvent pas chez les autres ce qu'ils attendent. Donc je pense qu'il faut pas. Après, il faut lisser peut-être pour arriver à avoir un contenu qui est bien, je dirais, qui est bien amené, qui est pédagogique, etc. Mais à côté de ça, il faut rester authentique. Je crois qu'en plus, c'est le meilleur moyen de ne pas donner l'impression qu'on essaie de vendre à tout prix quelque chose ou qu'on fait de la pub. Quand on est authentique, voilà, on parle vrai, et quand on est vraiment authentique et bienveillant, on ne peut pas ne pas toucher les gens. Après, les gens se reconnaîtront et ont envie de travailler avec nous ou pas, c'est un autre débat, mais on ne peut pas, si tu veux, on peut pas attirer des gens qui vont vraiment, à part des jeunes qui font joujou et à taper à droite et à gauche sur n'importe qui parce que ça les amuse, mais on ne va pas retirer de la méchanceté, tout ça, c'est pas possible quand on est vraiment bienveillant, je crois. Donc, on a vraiment tout intérêt à tous les niveaux. Et en plus, on sera tellement mieux, nous. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on le vit tellement mieux. Il n'y a plus de syndrome de l'imposteur puisqu'on est dans notre zone, non pas de confort, mais on est dans la zone où on s'épanouit. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Zone de génie. Oui, tout à fait. Après, alors, on rentre encore sur une autre sphère. Là, encore, ouais, dans ce que tu dis aussi, ce que je retiens, c'est sois toi-même, montre ta singularité, ton unicité, et il n'y a plus de concurrence. Exactement. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Bien sûr, il n'y a plus de concurrence. Et alors, ça me fait marrer parce que les gens, parfois, ça me fait marrer de façon rapide de dire, évidemment, parce que je ne me moque pas. Vraiment, je pense que tu me connais un petit peu, je ne suis pas dans le genre à me moquer de mes apprenants ou des gens, mais toujours est-il que c'est assez amusant que les personnes, parfois, se demandent comment ils peuvent faire pour être bien à la caméra, pour être bien, pour bien passer. Parce que dans leur cerveau, ce qui est tout à fait normal tant qu'on n'a pas réussi à ressentir viscéralement la bonne démarche de la communication vidéo, dans leur cerveau, passer devant une caméra, c'est de jouer un rôle comme un comédien. Et les gens se disent « Waouh, moi je ne suis pas Brad Pitt ou je ne suis pas Charlize Theron, donc je ne vais pas passer pareil, je ne suis pas aussi beau, ou je ne suis pas aussi éloquent. » Parce qu'ils pensent au rôle qu'ils doivent jouer. Et ils se disent « Je ne vais peut-être pas être bon pour faire ce genre de type de travail. » Mais c'est normal, c'est un travail de comédien, c'est un métier. Alors qu'en fait, on ne nous demande pas d'être comédien, on nous demande d'être nous. Nous, on sait le faire puisque c'est nous. Il n'y a rien à apprendre au final. Tu vois, il n'y a rien à apprendre. C'est comme les gens qui vont être là en train de se dire « Waouh, peut-être que là, je n'ai pas un bon français. » C'est pas important. Quand on est avec un groupe de personnes et qu'on discute, parfois, oui, on ne va pas avoir une phrase avec un bon français.
Et on n'a pas de problème avec les gens quand on parle. Et encore plus si on est passionné, on est dans notre truc, et voilà, et les gens apprécient. Ben, c'est exactement pareil devant une caméra au final. Ouais. Il faut garder cette même communication, cette même générosité. Certes, peut-être qu'on va être peut-être trop introverti ou extraverti pour telle ou telle personne, mais dans ces cas-là, c'est une personne qui de toute manière n'est pas faite pour travailler avec nous ou pour être, voilà, elle n'est pas sur, on n'a pas les mêmes valeurs, c'est peut-être un grand mot, mais les mêmes affinités, tu vois, les mêmes finesses, la même sensibilité. À partir du moment où on va rencontrer des gens qui sont en attente de notre sensibilité, dans notre domaine, de notre approche, ben évidemment que cette personne, elle est super heureuse et elle se fiche littéralement. Si à un moment donné, on a bafouillé, elle s'en fout complètement. C'est vraiment un détail. Ce qu'il faut, c'est apprendre quand on bafouille à en rire. Tu vois, à partir du moment où tu fais une erreur et voilà. Et au contraire, la personne, ça la désarme même parce qu'elle se dit, tu vois, il vient de se planter et il s'en fout, quoi. Il est bien dans ses baskets. Ouais. C'est presque encore plus attirant que quelqu'un qui Bien va, tu parfaitement. vois. Bah oui, la perfection, ça ne nous attire pas. Mm. Ça n'existe pas. La perfection, ça sonne le faux, en fait. Mm. Ça fait faux. C'est pour ça que parfois, quand on me dit, Pascal, ça serait bien qu'on travaille aussi, fais-nous voir comment on fait pour faire une vidéo en s'aidant d'un prompteur et tout. Et j'ai une tendance à dire, OK, on va le voir parce que parfois, ça peut avoir un intérêt, je le reconnais. Mais un travail de prompteur, moi je reviens toujours à ma base professionnelle parce que Ouais. c'est comme ça que ça se passe. Un travail de prompteur, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que, la personne, le journaliste par exemple, aux infos, il est habitué, il a appris à travailler avec un prompteur. Et il y a quelqu'un derrière dans le prompteur qui accélère, qui ralentit, qui bloque le texte. Toi, il y a tout un travail. Donc, quand tu es derrière un prompteur et qu'en plus, tu n'as pas cette équipe, ça veut dire que toi-même, tu vas commencer à travailler. Alors, parfois, on a des pédales, tout, qu'on appuie pour arrêter. Tout. Mais directement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'intellectualiser le message. On peut l'avoir bien écrit. C'est-à-dire qu'il faut écrire, il ne faut pas écrire comme on écrit, mais comme on parle pour que ça marche avec un prompteur. Il faut qu'on ait l'impression qu'on nous parle et non pas qu'on nous récite une page de littérature. Mais malgré tout, à ce moment-là, dans nos expressions de faciès, c'est pour ça qu'on apprend à travailler au prompteur, c'est qu'on apprend à être très naturel, donc ça s'apprend, mais c'est encore une fois un job. Pourquoi faire? Et à côté de ça, quand on n'a pas appris, on est en train d'avoir un discours qui peut-être est très bien, admettons, parfait, mais on l'intellectualise. Ben oui, parce qu'on est en train de lire. Alors qu'à l'inverse, tu enlèves le prompteur et quand tu parles, tu seras peut-être moins bon. Tu seras peut-être moins bon dans le message, mais tu seras tellement plus puissant dans le fait de communiquer ton émotion, ça sera tellement plus fort que pour l'audience, ils s'en fichent que les phrases soient un peu moins bonnes. Ce qui leur envie, c'est d'être impacté par ce que tu racontes. Voilà, donc c'est pour ça que moi je fais partie des gens qui essayent de freiner les apprenants qui veulent aller au prompteur. Alors ils me disent souvent, oui, mais Pascal, au début. Oui, peut-être au début. Et alors, les 3, 4, 5 premières vidéos, on sera moins bon. Quand on travaille au prompteur, on apprend à travailler au prompteur à force, c'est vrai, mais on est toujours bloqué. C'est-à-dire, on sera toujours bloqué si on doit prendre la parole dans une conférence, si on est interviewé, on sera toujours bloqué parce qu'on n'est plus habitué à être sur le vif et être naturel dans le vif. Et d'ailleurs, les personnes qui sont sensibles et peut-être le savent pas encore aujourd'hui, mais en fait, c'est par rapport à ce que tu disais, elles ont une grande chance de sentir ce qui pique à l'intérieur d'eux, comme en fait un levier pour progresser. Et souvent, tu vois que les personnes les plus timides ou les plus sensibles sont devenues humoristes, ont fait de la vidéo. Et c'est parce qu'elles ont eu toujours intérieurement un signal qui leur disait qu'elles devaient s'améliorer en quelque sorte. Et au final, elles en sont venues à une certaine excellence parce qu'elles ont voulu. Mais c'est un levier de progression, en fait, de ressentir ça intérieurement. Oui, tout à fait. J'aurais presque envie de dire que, tu vois, il y a une image, quand tu l'as dit, j'ai même une image, c'est que je pense que quand ça nous pique à l'intérieur, c'est qu'on a déjà une affinité par rapport à cette chose qui nous pique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'un truc où on n'est pas fait pour, au final. Alors que quand il y a quelque chose qui nous pique, c'est qu'on sait, c'est que on a une sensibilité par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a peur de ne pas pouvoir le faire ou de ne pas en être capable. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose à faire là-dedans. Tu vois, les choses qui au final, il y a des choses qui nous font pas peur, mais c'est parce que en fait, on s'en fout un peu. Alors que les choses qui nous blessent ou qu'on aimerait pouvoir faire, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et on a peur. Il faut savoir qu'on a peur de réussir déjà. On a peur du succès, on a peur de briller parfois. C'est ça qui est fou. On a peur de briller par rapport aux autres comme si jamais
ce n'était pas juste, comme si jamais on devait rester dans le moule. C'est assez étonnant. Mais Donc parfois, les peurs d'être différent, elles sont aussi en rapport avec ça, au regard des autres, au final. c'est Marianne Williamson qui Oui, a bien écrit sûr. un texte là-dessus qui est Bien sûr. magnifique. C'est mon texte préféré. Donc Ah, j'y ai pensé quand je te l'ai dit. ah ouais, mais tu vois, tu parles de lumière, là, ça me fait penser à ça. Notre plus Oui, grand tout à fait. pouvoir, C'est un thèse qui a été repris d'ailleurs par Mandela. Certaines personnes pensent que c'est de Mandela, mais non, ah c'est oui, de Marianne Williamson. Et c'est dans le roman, je ne sais plus, c'est Power of Love, je crois, ou Act of Love. Power of Love, je crois, qui est un livre de Marianne Williamson où elle dit une chose exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est magnifique. Et c'est tellement juste. C'est tellement juste. Mais bon, elle a dit beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment un auteur très intéressant, Marianne Williamson. C'est profond, très, très profond. Et il y a la raison, en fait. Elle dit aussi dans ce même passage, elle explique qu'on n'apporte rien au monde en se minimisant soi-même. Et c'est ce passage dont tu dois, je pense. Voilà. Et c'est vrai, on n'apporte rien aux autres en se minimisant. Et en fait, on a peur de notre propre lumière. Oui, tout à fait, elle le dit. Ouais, ouais. Et c'est vrai, c'est vrai. Parfois, on a peur de ça. Et c'est drôle de voir, il y a des beaux films là-dessus. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de Will Hunting, qui était un film magnifique avec Matt Damon, où Matt Damon est un génie en fait, ouais, il végète avec un groupe d'amis parce qu'il a le reconnaissance de ses amis. Et, alors qu'en fait, c'est un génie. C'est un peu la même idée, c'est un peu le même concept. Et voilà. Parce qu'en fait, il va être accepté par un groupe. On a parfois du mal à avoir notre propre lumière parce qu'on veut être accepté par les autres et être aimé. Voilà. Et donc, on est prêt parfois à ne plus être nous-mêmes juste pour être accepté par les autres. ouais. Alors qu'au final, ce qui est fou, c'est qu'en acceptant d'être nous-mêmes, qu'est-ce qui dit que les autres, eux, n'auront pas envie d'augmenter leur niveau pour faire la même chose, quoi. Ouais, on les libère aussi de quelque chose peut-être d'inconscient. De leur propre peur. En se Ouais, libérant de nos peurs, ben c'est encore Marianne Williamson. ouais, ouais. En se libérant de nos propres peurs, on permet aux autres de se libérer des leurs. Quoi. Exactement. Et moi, je l'ai vécu aussi par la transformation que j'ai faite parce que je suis passé d'ingénieur à coach et en fait, je l'ai vécu ça. En fait, j'ai vécu ce regard des autres, ces non-jugements parce qu'il n'y avait pas des jugements, mais des fois on ne dit rien et c'est pire en fait parce qu'on te dit, on te dit rien ou t'entends plus, ou t'entends plus parler des gens, tu vois. Et, mais au final, quand tu es aligné par rapport à ce que tu fais, les gens ils en sont même reconnaissants de cette traversée du désert que tu as fait parce que ça les aide aussi, comme tu dis, à se libérer de leur peur et à être plus authentique. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et même avec les parents, c'est une superbe expérience que je souhaite à tout le monde. Tout à fait. Et je voulais finir par quelques dernières questions, Pascal. Si tu pouvais nous concocter une boisson magique pour aider en fait ces entrepreneurs à impacter leurs clients avec la vidéo, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient dedans? C'est une bonne question. La boisson magique, eh ben, en fait, ce que je dirais, c'est que surtout, ne pensez pas en premier, si on veut vraiment impacter, ne pensez pas à ce que vous aimeriez leur dire, pensez à ce que eux attendent en fait. C'est-à-dire que quel que soit votre domaine, surtout quand on le maîtrise, quand on est un expert, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur quand on est un expert. On a une tendance à se dire je sais ce qu'il faut que je dise à mon audience pour qu'elle ait des résultats. Et on a une tendance à oublier de ce que l'audience, elle a besoin pour régler sa problématique. Mettez-vous toujours à la place de la cible à laquelle vous voulez parler. Et je vous dis, plus vous êtes un expert, plus c'est compliqué. Faites attention à votre vocabulaire si vous êtes un expert. Si vous êtes un expert, si moi je commence à parler à mon audience avec des termes qu'on va utiliser à la télé ou au cinéma, sans expliquer, ils ne vont pas comprendre. Et ça va me détacher d'eux. Ils vont se dire, oui, mais ça, c'est un pro qui me parle et moi, je ne comprends même pas ce qu'il me raconte. Donc, mettez-vous tout de suite à la place de la personne qui ne sait pas. Et auquel cas, vous devez changer votre vocabulaire si vous êtes un expert. Faites très attention. Mais ça ne vous empêche pas, tout en ayant du sourire. Moi, j'ai appris ça, j'avais du mal. Il faut vraiment sourire quand on fait des vidéos pour être agréable. C'est très important parce que ça vous rend
plus facile d'accès. Ça ne vous empêche pas, par exemple, si je parle d'un synthé, je vais faire exprès, je vais jouer le jeu. Quand je vous dis qu'il faut absolument sur les vidéos poser votre nom sur la vidéo et ce que vous faites en bas, petite information que vous voyez toujours à la télé, ça s'appelle un synthé. Si je vous dis, n'oubliez pas de mettre un synthé sur votre vidéo, si vous savez ce qu'est un synthé, c'est bon. Si vous ne savez pas, vous vous dites, ah oui, d'accord, je mettrai un synthé, c'est un synthétiseur pour faire de la musique. Vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Donc, dans ces cas-là, vous expliquez qu'il faut toujours mettre votre nom sur la vidéo parce que la personne qui vous connaît, c'est bon, elle vous connaît. La personne qui vient de tomber sur YouTube et qui ne vous connaît pas ou qui est tombée sur vous par un partage, rappelez-lui comment vous vous appelez. Donc, mettez cette information et vous pouvez en profiter pour expliquer que cette information, dans le monde professionnel, ça s'appelle un synthé. Voilà. Donc là, vous avez mis un nom professionnel, mais n'oubliez pas d'expliquer ce que c'est. Voilà. La personne à laquelle vous parlez n'est peut-être pas un expert. Donc, si vous parlez comme si vous parlez à un expert, c'est bon si c'est une vidéo pour les experts. Mais si vous voulez intéresser une cible pour leur apprendre des choses, vous partez quand même dans le principe qu'elle ne sait pas, justement, puisque vous l'apprenez. Donc, faites très attention à ça. Donc, le premier ingrédient, c'est de mettre du contenu qui parle à l'audience et adapté avec le vocabulaire qui répond à une demande de l'audience, je dirais, ou à une douleur. Voilà. Si par exemple, si je voulais faire une vidéo sur tourner au smartphone, je ne vais pas leur dire hey, je vais vous apprendre comment faire un film de cinéma avec un smartphone. Si la personne qui est en face n'a pas d'intention de faire un film de cinéma, ça ne lui parlera pas. Mais si je lui dis, par exemple, vous avez toujours eu un résultat qui était pour vous pas qualitatif, je vais vous proposer de vous faire voir les 10 points qui vont vous permettre tout de suite d'avoir une qualité dans vos vidéos. C'est sûr que ça va parler parce que je vais répondre à quelque chose qui leur pose un problème. L'autre erreur que moi je fais souvent, parce que je suis trop généreux, c'est de vouloir donner trop de choses. Bon, ici c'est un peu différent, on part, on discute. Mais dans une vidéo, si vous commencez à vouloir répondre à plein de questions, c'est moins efficace. Les gens, en fait, ils sont perdus par tout cet apport. Ils retiendront pas. Voilà, ils retiendront pas. Et puis, ça va même presque les oppresser. Il vaut mieux ne répondre qu'à une seule problématique ou un seul domaine, quitte à leur dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, parce que là, au contraire, vous allez les transformer en personnes qui vont vous suivre, ce qui est excellent. Voilà. Mais faites attention donc de ne pas vouloir trop, parce que vous voulez donner, vous voulez plaire, vous voulez faire voir que vous maîtrisez, et donc vous allez avoir tendance à vouloir trop donner dans une seule vidéo. Et je me suis rendu compte quand je le fais, c'est pas automatiquement le plus pertinent. Il est préférable. Ça ne vous empêche pas, à la limite, quand vous tournez, dans la foulée, de parler d'un point, puis d'un autre point, et après de découper tout ça en plusieurs vidéos, à la limite. Voilà. Mais faites gaffe de ne pas mettre trop de contenu, surtout quand vous êtes sur une audience qui ne connaît pas encore bien le domaine, quoi. Quand c'est un expert, c'est un peu différent. Mais sur une audience qui ne connaît pas, si vous les saoulez d'informations en leur en donnant trop, vous allez les saturer. Donc, en plus, ils n'y arriveront plus. Enfin, ça ne rentrera plus, quoi. Voilà. Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? C'est une question vachement compliquée. En tout cas, pour moi, de quoi je suis le plus fier? Il y a plein de choses qui me rendent fier. Mais le plus, tu m'as dit le plus. Il m'a dit le plus. Le plus. Je crois le plus fier, c'est pas ce que je viens de finir là. Alors pourtant, certaines personnes, s'ils l'écoutent, ils vont trouver ça un peu bizarre. C'est pas le dernier film où j'ai vraiment participé et où j'ai eu une participation très active. Je crois que le plus fier, c'est les apprenants qui, grâce à ce qu'ils ont appris, ça a changé leur vie, voilà. Où ils ont réussi à avoir des résultats et se développer grâce à ce qu'ils ont appris. Voilà. Moi, je crois que c'est ça que je suis le plus fier. Ouais, ça te fait sentir. Et ça te fait sentir comment, ça? Ça me fait sentir, je suis bien. Ça me fait sentir bien. Ça me fait me sentir d'avoir un véritable un rôle, si tu veux, par rapport à tout le monde, quoi. J'ai vraiment d'avoir vraiment je dirais mon mot, mais pas que mon mot, simplement d'être. Ça paraît un peu bête de le dire comme ça. Ça te fait sentir pour moi d'être utile et d'apporter aux autres et d'aider les autres à grandir. Et exactement comme moi, d'autres personnes me font grandir. J'allais dire m'ont fait, mais me font encore grandir. Il faut rester assez humble, c'est-à-dire qu'on a notre voix qui peut apporter aux autres, mais au final, on se rend compte que plus on est ouvert et plus on va prendre du plaisir à partager, à donner aux autres, plus on est aussi ouvert à ce que les autres nous apportent, quoi. Et
et cet échange, c'est juste, voilà, c'est magique. En fait, j'ai plus l'impression, quand je fais ce genre de choses, j'ai pas l'impression de travailler. En fait, c'est ça. Quand je vais faire un film, autre chose, j'ai l'impression de travailler. Je peux adorer ça, mais quand je partage et que je donne sans compter, parce que c'est ça, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression, voilà, on a l'impression d'être en unité par rapport à tout ce qui nous entoure. Même si ça paraît un peu perché, je dois le reconnaître, Mais mais c'est vraiment ça que je ressens. ça me parle et ça va parler à l'audience, D'accord. aux personnes qui vont D'accord. écouter. Mais ouais, tout à fait, je vois ce que tu dis. Et moi, je traduirais ça par être à sa juste place, être dans sa mission. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment le stade, en plus en PNL, c'est vraiment le stade de la mission, c'est le dernier stade en fait. C'est le dernier étage en fait. Ouais. Et ce qui est loin d'être évident, parce que là, Ah on oui, a normalement passé aussi les valeurs, voilà, la mission, c'est vraiment le stade l'accomplissement. ultime. Ouais, c'est l'accomplissement. Et je pense que d'ailleurs, c'est un stade qui est délicat, parce que on peut pas, enfin, peut-être que si, j'allais dire une bêtise, j'allais dire on peut pas sentir sa mission tout de suite, mais je pense qu'il y a des gens qui tout de suite savent quelles sont leurs missions sur cette terre, quelles sont leurs lumières, ce qu'ils peuvent apporter au monde. Oui, je pense qu'il y a des gens qui le savent naturellement. Voilà, il y a des gens qui le savent naturellement, je crois. Ouais. A priori, ça, par rapport aux générations qui arrivent et tout, ça va se faire de plus en plus jeune en fait. Ouais. Il y a beaucoup plus de personnes qui naissent, disons, hypersensibles et qui vont être connectées à ça en fait, à ressentir cette Oui, justice je pense, oui. intérieure. Parce qu'aussi, il y a la notion d'éducation, la C'est notion, ça, tu vois, complètement. de Ouais, complètement, c'est ça, c'est ça. C'est qu'on la, a, nous, on a été formatés pour faire comme ci, comme ça, et en fait, ça nous a, d'une certaine manière, ça nous a coupé à notre sensibilité, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc, en effet, je crois qu'il y a un changement. Déjà, on parle de PNL, de machin, ça n'existait pas quand j'étais môme, moi, toutes ces notions-là. Je dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui étaient déjà un peu illuminés, entre guillemets, illuminés sous l'ensemble, qu'il y avait déjà une autre lumière et une autre perception, mais je crois que notre éducation, c'était notre plus gros frein. Et non seulement ça, je pense que ça faisait naître des blocages et des peurs. Oui. Voilà. Et c'est fou, c'est fou. Et je Et, pense, alors, c'est et pas encore réglé à mon avis, mais je pense que, en tout cas, les jeunes qui sont Internet a joué là-dessus. Il a un côté négatif, Internet, mais il a aussi un côté positif d'une ouverture d'esprit incroyable. Incroyable. On voit, Internet permet à un jeune de voir un autre jeune à l'autre bout de la terre qui va faire une chose qui va complètement le faire vibrer. ouais. Alors que, voilà, il suffit de. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il faut se rendre compte qu'il suffit de peu de choses et de peu de propos pour changer totalement la vie d'un autre être ailleurs. Il suffit qu'un acte totalement bienveillant et de générosité impacte une autre personne pour changer la vie de cette personne complètement. Ouais, pour changer sa carte Sa du vision, monde, sa sa vision, vision. c'est. Et ce que je vois aussi, c'est que la science aussi a permis de rapprocher tout ce qui est un peu plus spiritualité ou même tout ce qui est peut-être qui passait pour un peu plus perché avant, où tu Ouais, as l'épigénétique, les neurosciences, ouais, la science ou les sciences quantiques qui mettent en évidence que beaucoup de disciplines, comme même la méditation, où on peut aller dans beaucoup de choses, étaient quelque chose qui était voué à des personnes qui étaient peut-être montrées du doigt. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus, et on en parle sur le net plus ouvertement, même ouais. des personnes qu'on rencontre. Et donc, je pense que ça aussi, ça y fait beaucoup Ouais. sur les Oui, tout à changements fait. de paradigme de tout le monde en fait. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et Et tant mieux. Tant ouais, mieux. c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et si tu pouvais parler au Pascal il y a 10 ans, imagine qu'il est là, en face de l'objectif, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu Sans aimerais phrase de lui transmettre? Ah, J'aimerais lui dire, qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre et de découvrir. Et plus on avance, plus on se rend compte, je dirais, que le monde est vaste et qu'on a des choses à découvrir et à ressentir. Quand on est jeune, on a l'impression qu'il faut grandir et vieillir pour pouvoir faire telle ou telle chose, alors qu'en fait, plus on découvre, plus on se rend compte que c'est sans fin.
c'est sans fin. Et les émotions qu'on va pouvoir ressentir, elles ne sont pas en rapport avec notre âge, quoi. C'est ça qui est fou. Et plus on avance, plus si on ne rentre pas dans un carcan, c'est ce que tu disais, si on ne se bloque pas avec notre sensibilité, parce que c'est vrai que parfois le monde professionnel essaye de nous, comme ça, de nous mettre dans des moules, mais si on reste ouvert, on ne fait que se découvrir de jour en jour et un peu différent. Et j'ai envie de dire qu'on a de plus en plus à donner aux autres. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a de plus en plus à donner parce qu'on se découvre sur des facettes qu'on ne pouvait pas imaginer quand on était môme. Et si on fait cette démarche, et je pense que tes auditeurs sont sur cette démarche, ce qui est magnifique, c'est qu'on a en plus de plus en plus en capacité de pouvoir le partager aux autres. C'est ça qui est beau. C'est que voilà, c'est quoi, tu vois, c'est que même ce qu'on aurait peut-être commencé à imaginer avant, le Pascal d'avant qui pouvait imaginer des choses et qui n'allait pas oser parce qu'il allait peut-être avoir peur du regard des autres par rapport à ça, le Pascal d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, il n'a absolument aucune peur de le partager et peut-être et sûrement que le Pascal de demain ira encore beaucoup beaucoup plus loin. C'est ça qui est chouette. Si on se souvenait de toi dans 100 ans, Pascal, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? Ou tu aimerais qu'on se souvienne de quoi? Tu es un spécialiste des questions légères, toi, en fait, dans tes podcasts. C'est un spécialiste des questions légères. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi dans 100 ans? Mon Dieu. Je vais me poser cette question. Ben, je pense que j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a partagé ses connaissances avec les autres et qui ne les a pas gardées pour lui. Voilà, comme quelqu'un de généreux et qui a partagé pour amener. Je dirais qu'en fait, je crois que c'est je crois que c'est un proverbe indien. Je crois qu'il est indien ou qui dit qu'en fait tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et je crois que c'est un peu ça, quoi. Wow. Il y a des gens, je le vois, il y a des gens qui ont des connaissances, n'ont pas envie de les partager, et en fait, tout ça c'est perdu, c'est dingue, c'est triste. Voilà. Donc voilà, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a essayé de partager à son petit niveau tout ce qu'il pouvait faire pour essayer d'amener sa pierre à l'édifice, quoi. Voilà, je pensais ça. Je préférerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un de généreux qui avait à cœur de partager ses connaissances. Super. Ouais, merci. Et ça me parle beaucoup aussi par rapport à des connaissances que j'ai autour de moi, où je leur ai partagé ça aussi, en fait. Quel est le but de la vie? Que si tu es un éternel, une personne qui apprend, qui adore apprendre, quel est le but de la vie si tu le retransmets pas, en fait? Comme tu dis, c'est perdu, en fait. Tout ton savoir que tu as accumulé, et c'est même de l'or, en fait. C'est de l'or par rapport à toutes les expériences que tu as vécues et tout ça, que de le transmettre, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire aux personnes qui vont le recevoir. Bien sûr. Moi, alors ça me parle personnellement parce que j'ai quelqu'un, j'ai perdu mes parents et j'ai perdu mon père après m'en être occupé voilà, jusqu'à la fin. Et c'était quelqu'un qui avait un don pour tout ce qui était culture. Et j'avais commencé à prendre comme ça certaines astuces, certaines choses, et je n'ai pas tout fait. Et moi, maintenant, je me retrouve à avoir envie de cultiver. Et parfois, je me dis, ah zut, ça, je sais qu'il le faisait quand j'étais môme, mais je ne sais pas comment il faisait. Et je ne me rappelle pas, et je ne l'ai pas noté, je ne lui ai pas demandé. Je me rends compte que c'est dommage, quoi, si jamais, alors qu'il connaissait tellement de choses, si j'avais ressenti ça avant, peut-être pris du temps pour ça, ça aurait été bien de lui demander d'écrire tout ça et peut-être pas de faire un livre ou de faire quelque chose, parce que ça aurait été partagé, parce que moi-même, voilà, je ne sais pas le faire. Certaines choses, on va le retrouver dans des bouquins, mais il y a des trucs qui c'était vraiment ses techniques à lui, et c'est perdu, parce que voilà, parce qu'on ne l'a pas noté. Voilà. Alors, sûrement que quelqu'un le connaît ça autre part, que je ne connais pas, j'espère, mais peut-être pas. Donc, tout ce qui n'a pas été partagé, en effet, ben, c'est perdu. Et c'est un gâchis, c'est dommage, c'est vraiment un gâchis. Et au final, est-ce que ça n'a pas joué aussi, ça, au fait que tu aies encore plus de passion à transmettre, toi? Ah, c'est une bonne question. Je crois que j'avais commencé à transmettre avant, donc, mais peut-être, tu as raison.
Là, ça, c'est très profond, donc c'est possible. C'est possible que, en tout cas, ça me l'a mis en exergue, c'est-à-dire que vraiment, ça me paraît encore plus parlant parce que moi-même, je dirais, j'ai la résultat, le fait que ce qui n'a pas été partagé, je ne l'ai pas. Donc, ça me donne, en effet, ça me donne encore une motivation supérieure. C'est comme si ça me démontrait l'importance du partage et l'importance qu'au final, on ne fait que passer. Donc, on a vraiment un temps donné pour briller et faire valoir notre propre lumière. Donc, c'est vraiment trop dommage de vouloir éclairer que sa maison, quoi. C'est vraiment, c'est ballot. C'est plus que ballot, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ouais. Ben, merci de partager ça. Et si papa et maman m'entendent, qui sont des merveilleux artistes, ils font. Mon papa fait des peintures et il fait aussi des sculptures en fer forgé, des trucs magnifiques. Et je lui dis, transmets-le au monde, transmets-le au monde. Et maman fait beaucoup, pendant la retraite, là, beaucoup de sacs à main, de petits sacs, mais toutes des choses uniques, avec des motifs uniques. Et je leur dis, partagez ça, parce que pour vous, c'est rien. Mais en fait, pour Mais beaucoup oui, de personnes qui ne savent pas faire, c'est énorme. C'est énorme. on ne peut pas savoir ce que ça peut faire naître chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est fou. Je suis sûr que certaines personnes, par exemple, qui sont devenues des fabricants de sacs exceptionnels, si ça se trouve, ils ont vu dans une boutique, quand ils étaient mômes, un sac, un machin qui les a inspirés. Un simple petit truc qui a amené une étincelle et qui a transformé leur vie et qui fait qu'eux, ils ont amené quelque chose peut-être encore plus. On ne peut pas savoir l'impact qu'a un partage que l'on fait. On ne peut pas savoir. Ça me donne des frissons. Oui, absolument. On ne peut pas se rendre compte, on ne s'en rend pas compte. Il y a un très beau film que moi je regarde, ça m'y fait penser, c'est complètement dingue. Il y a un très beau film que moi je regarde tous les Noëls quasiment, d'accord ? Même si je le connais par cœur, évidemment, parce que c'est le film de Noël, c'est La vie est belle de Frank Capra, il y a deux films qui s'appellent comme ça, La vie est belle, mais là je parle bien du film de Frank Capra, et c'est exactement ça. Enfin, je raconte pas le film, mais l'idée, c'est qu'on voit un homme qui est d'une générosité et qui ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu sa vie sur le monde son petit monde autour, les gens qui sont autour de lui. Et c'est un film d'une beauté. C'est le film de Noël. Il faut le voir. C'est la vie est belle de Frank Capra. D'accord. Et je le vois quasiment tous les Noëls parce que ça me remet à des vraies valeurs. Des valeurs claires, nettes. Il y a pas de... On regarde ce film-là et on se dit, ok, voilà, c'est ça. Ben, je le note. Pas l'oublier. Je le regarderai. Pardon ? Je Tu le ne le note. connais pas ? Tu ne le connais pas ? Tu ne le connais pas encore ? Bah, il faut que tu le vois. Et la première fois, en plus, ça va taper fort. Moi, je le connais par cœur et ça tape à chaque fois. Quand tu ne le connais pas, tu dis, waouh, ok. Et c'est exactement ce que l'on vient de dire là. L'importance de... On ne peut pas quantifier ce que l'on fait pour les autres quand on le fait avec de la générosité. On ne peut pas le quantifier. C'est énorme. Énorme. Ce que ça peut changer, un simple petite chose qui pour nous n'est juste simplement qu'à ouvrir notre cœur et le message et voilà, être bienveillant, ça peut modifier totalement la vie d'autres personnes autour de nous. Mais ce que j'avais déjà raconté à un ami, je disais qu'on est comme un soleil en fait, avec un écosystème, des gens qui sont autour de nous, qui gravitent autour de nous. Et en fait, on parlait de briller, c'est la même chose, mais en fait, on n'imagine pas l'impact, comme tu dis, qu'on peut avoir, que l'on a dans cet écosystème, et même des personnes qui ne sont pas en relation directe avec nous. Et à travers la vidéo, c'est encore c'est démultiplié, parce que là, tu sais même pas où ça va atterrir, ça atterrit à l'autre bout du monde. Moi, il y a des personnes qui m'avaient appelé de Nouvelle-Calédonie. Tu te dis, waouh, l'impact des gens à l'autre bout du monde. Un décalage de 10 heures ou 12 heures. C'est un truc de dingue. Oui, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Si tu résumais, Pascal, ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle ? Ok. Toujours léger. En une phrase, ok.
Mais tu veux une phrase pour ma pierre tombale ou tu veux une phrase pour les putains Pour inspirer, pour inspirer Enfin, les gens. pour inspirer. Donc, Voilà, pour inspirer, d'accord, pour inspirer. non, c'est pour toi en fait. Non, Ok. c'est pour toi. Oui, tu me poses des choses, je suis obligé à chaque fois de réfléchir vraiment, hein, parce que c'est. Mais bon, alors une phrase, ce serait, je dirais qu'il faut que je vive ma vie. Il faut vivre l'instant présent, c'est une chose évidente. Vivre l'instant présent et ne pas compter lorsque l'on donne, pour au final, je dirais, inspirer le plus de monde possible, autant que le fait de rester ouvert pour être inspiré par tout ce qui nous entoure. Voilà, ça serait ça, ça serait ça, alors, si c'était en épithète, je dirais, je pourrais pas dire il a vécu, parce qu'on a une transformation au fur et à mesure de notre vie, hein, donc on n'est pas les mêmes, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça, la vie est une chose extraordinaire. On peut rencontrer on peut être étonné par les gens les plus inattendus. Il y a toujours quelque chose de merveilleux chez toutes les personnes qu'on rencontre. Parfois, parce qu'une personne nous agresse ou autre chose, on n'a pas envie de découvrir qui il est. Bon, c'est un autre débat. Mais tous les gens sont uniques. Tout le monde est unique. Et il y a toujours quelque chose qui brille à un endroit. La seule chose qui est triste, c'est que parfois, les gens n'ont pas conscience de cet objet. Ils sont rentrés dans une routine et une vie qui ne leur plaît pas. Voilà, donc je pense que les gens auxquels tu adresses ce podcast n'en sont plus là. Ils sont déjà passés à un autre stade, tant mieux. Malheureusement, il y a des gens que ce n'est pas le cas, mais et ça, c'est vrai que si on commence à creuser, si on commence à s'intéresser aux gens, il faut rester ouvert envers les gens, à s'intéresser, on arrivera toujours à trouver sur une personne qui a l'air comme ça, qui pour nous paraît inintéressante, si on le laisse parler et si on essaye de savoir qui il est, on arrivera toujours à trouver une lumière quelque part chez les gens. Ça, c'est une chose qui me sidère et qui est vraie. Même chez les gens les plus inattendus, on arrive à trouver quelque chose de brillant et de précieux. Donc, il faut rester vraiment ouvert envers les gens qu'on rencontre, je crois. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Et merci de finir sur cette touche, Pascal. Où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon blog, le blog de l'image, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube ou tout simplement sur Facebook, d'autant que j'ai un profil qui est un profil public où on peut, voilà, qu'on peut suivre facilement puisqu'il n'est pas bloqué comme sur les groupes privés, comme pour mes apprenants, quoi. Donc voilà, c'est peut-être les moyens le plus simple, c'est de me suivre sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, quoi. Voilà. Je pense que c'est D'accord. le moyen le plus simple. D'accord, ok. Je mettrai les liens en commentaire. En tout D'accord? cas, merci Pascal pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment riche, hein. C'était vraiment très inspirant aussi que tu nous partages tes conseils et ta vision en fait de l'utilisation de la vidéo pour l'entrepreneuriat, pour parler de ses services, de ses produits. Donc, merci beaucoup pour ce temps que tu as pris. Je suis vraiment j'ai beaucoup de gratitude parce que tu as pris vraiment beaucoup de temps sur ton après-midi. C'est énorme. Donc, moi, je vais vraiment mettre en valeur ce contenu-là que tu partages parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Donc, merci beaucoup. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir. Je vois que par contre, toutes tes questions, elles ont été quand même assez profondes. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu surpris. Tu as dû le voir, j'étais un peu décontenancé parfois. Mais c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que c'est un travail de qualité. À partir du moment où tu rentres vraiment profondément dans les gens, ça veut dire que tu t'intéresses vraiment aux gens. Et donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi à être avec toi aujourd'hui et pour ta communauté en tout cas. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Pascal, Je et t'en prie. je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.